Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. L'Association marocaine de recherche et d'échange culturel propose un système d'évaluation des politiques publiques à travers une budgétisation sensible à la diversité pour une implémentation opérationnelle de la loi 2616. Il est avant tout question d'associer les politiques publiques à la question de diversité culturelle et linguistique. On va en parler de ce système d'évaluation qui a été proposé. Pourquoi est-il nécessaire? De quoi s'agit-il exactement? Quels sont ses objectifs? Nous tenterons de répondre à ces questions avec vous. Yassine Akhiyat, vous êtes membre de l'Association marocaine de recherche et d'échange culturel. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Avec plaisir, merci, le plaisir est partagé. Alors je le disais en préambule, l'AMREC qui propose ce nouveau système d'évaluation des politiques publiques, un système qui prend en compte aujourd'hui la diversité culturelle, linguistique. Sur quoi repose ce système? Merci encore une fois pour l'invitation. Donc, on y va direct au but. En fait, ce système a été mis en place par l'AMREC avec pour objectif de donner un sens à une loi organique qui a été promulguée en 2019. La loi 2616. La loi 2616, effectivement, qui avait pour objectif donc, de donner les démarches et la temporalité de la mise en place opérationnelle de la MASIR dans l'espace public. D'ailleurs, et dans tous les politiques publiques, en fait, dans plusieurs secteurs d'activité. Cette loi, comme toute loi, elle donne un timing, donc au bout de 5, 10 et 15 ans, pour le déploiement opérationnel. Sauf que cette loi, comme toute loi, elle donne un sens réglementaire et pas un sens opérationnel. Donc, pour faire un suivi du déploiement d'une loi sur 15 ans, quand on dit 15 ans, c'est-à-dire 3 gouvernements, on aura du temps et beaucoup de politiques publiques, beaucoup de lois de finances, 15 lois de finances dont ils sont concernés. Et donc, la question est comment évaluer la démarche de déploiement. Et donc, vu qu'il y a une absence dans ce sens dans l'évaluation des politiques publiques nationales, nous avons donc pris le devant, en tant qu'association, force de proposition de la société civile, de manière à ce qu'on puisse déployer un système. Donc, on a travaillé sur ça, donc ce système pendant 1 an. Donc, beaucoup de réflexions, beaucoup de benchmarks également. Ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que c'est un système unique, premier en son genre, au niveau international. Et c'est un outil qui s'inspire d'une autre démarche qui existe également au Maroc, et dont le Maroc est très fier, c'est-à-dire le BSG, la budgétisation sensible au genre. Et donc, ça existe déjà au Maroc depuis à peu près une vingtaine d'années, et qui déploie, bien sûr, toute la loi de finances de manière à ce qu'elle puisse avoir une sensibilité à la question du genre. Donc nous sommes inspirés en fait de cette philosophie, donc déjà déployée au Maroc, de manière à ce qu'on puisse l'articuler de manière intelligente et intelligible vers la diversité culturelle, qui est bien sûr une chose qui est inscrite à la Constitution du Royaume et qui fait partie, bien sûr, de tous les éléments les plus importants, des dossiers les plus importants pour le développement du pays dans tout son territoire. Justement, pourquoi ce nouveau système d'évaluation est-il nécessaire aujourd'hui? Expliquez aux téléspectateurs les objectifs principaux, le fondement. Pourquoi c'est important? C'est très important pour 2 raisons. Donc, le gouvernement, par exemple, il déploie une politique publique. Nous avons une politique publique, par exemple, cette année, ça a été dit pour plusieurs plateaux TV, comme quoi il y a 1 milliard de dirhams qui a été déployé pour les 5 ans de ce gouvernement, pour la mise en valeur de la question de la culture amazigh et de la langue amazigh dans l'espace public. Sauf qu'il n'y a aucune mesure derrière pour évaluer le déploiement. C'est une question donc de suivi, d'évaluation. Exactement, de suivi et d'évaluation. Et aussi de voir sur le terrain concrètement où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il faut encore faire, quel état d'avancée. Et donc l'état d'avancement, on ne sait pas est-ce que 1 milliard c'est suffisant ou pas suffisant, est-ce qu'il faut plus, il faut moins. Toutes ces questions sont légitimes, vu l'absence d'un système d'évaluation en amont. Et donc toutes ces questions sont là, sauf que l'un des chiffres qui nous a mis bien sûr la puce à l'oreille, c'est le chiffre des HCP. Donc, un mois après le recensement, donc 2024, on aboutit sur un chiffre qui a fait débat entre 25 et 24%, allant vers 24% de la population nationale qui utilise la langue amazigh de manière quotidienne donc, dans l'espace public. Toutes choses étant égales par ailleurs, si on revient 10 ans en amont,
c'était 27%. Si on revient 10 ans encore plus, c'est-à-dire 2004, il y a eu des chiffres mitigés entre 31 et 32%. Donc, au bout d'une vingtaine, d'une trentaine d'années, nous avons devant nous un régressement constant de la langue amazigh dans son territoire. Donc, quelles sont les mesures associées au niveau des politiques publiques pour sauver ce patrimoine? Comment, non seulement ce patrimoine, mais c'est une identité nationale qui se perd. Et le Maroc est attaché à cette identité plurielle, justement, qui constitue le royaume du Maroc. Exactement, donc c'est uni dans sa diversité. Si on perd en fait cette légitimité identitaire quelque part, on se retrouve bien sûr face à une nouvelle situation qu'on ne connaît pas. Quelle vision justement aujourd'hui, puisque vous parlez de la langue amazigh, quelle vision pour une meilleure implémentation de cette langue? Une meilleure implémentation, c'est déjà un recensement de l'ensemble des secteurs d'activité qui existent au niveau territorial, c'est-à-dire quand on dit une évaluation, une implémentation, c'est une implémentation tout azimut, c'est-à-dire bien sûr transversale. Donc ça part de l'éducation nationale, premièrement, publique et privée, de la jeunesse jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire du préscolaire jusqu'à l'universitaire. Il faut que tous les Marocains baignent dans la culture amazigh. Il faut que dans l'espace public, quand on est dans le tram, pour les villes qui ont le tram, qu'on l'écoute, l'amazigh. On est à l'aéroport, on l'écoute. On est dans l'espace public, les rues, toute la signalétique autour de nous, on est obligé, non, je dis l'obligation civile et civique, de manière à ce qu'on puisse avoir cette identité autour de nous, dans ses caractères. En tout cas, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens aujourd'hui. Vous parliez de signalétique, il y a des signalétiques qu'on voit aujourd'hui au niveau des transports. Effectivement. Et il y a toujours la langue amazigh. Alors la question actuelle, est-ce qu'elle est suffisante ou pas? On n'a pas un système d'évaluation. Jusqu'à quel point alors, nous n'avons aucune idée sur les objectifs à atteindre. Ce qui nous ramène exactement à l'outil que nous avons baptisé BSD Amrek, l'utilisation sensible à la diversité. Et nous avons cette question. Que voulons-nous? Qu'est-ce qu'on veut, autant que Marocains, par rapport à cette question d'identité, par rapport à la question de l'amazigh? Donc, dans 15 ans, qu'est-ce qu'on a comme objectif? Dans 20 ans, qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, on l'a baptisé ce projet NROUS 3000, qui correspondra dans 25 ans, Inch'Allah, si tout va bien, donc à l'an 3000, amazigh, ce qui correspond à 2050, à l'an normal. Et nous avons une question, que voulons-nous pour nos enfants dans 25 ans? À quoi ressemblera le Maroc dans 25 ans? Justement, vous faites bien de soulever cette question. Quelle vision du Maroc aujourd'hui quand on parle d'identité amazigh? Si toute chose est en gabar par ailleurs, c'est-à-dire si on reste dans les mêmes conditions actuelles, ce qui se perd maintenant, ce sont 2% par an. C'est-à-dire, si on reste dans les mêmes conditions actuelles, dans 25 ans, on aboutira sur 5%. 2% par an, mais est-ce que c'est au sein des familles qu'on ne transmet peut-être pas la culture? Est-ce qu'on ne parle pas ce langage avec les enfants ou c'est peut-être aussi, comme on pourrait le dire, même si au niveau de la démographie... Dites-le. Non, même si au niveau de la démographie, la population est appelée à évoluer, à augmenter. En termes de famille nucléaire aujourd'hui, chaque parent a moins d'enfants qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, et ça va dans ce sens. Donc peut-être que cette transmission générationnelle se perd un petit peu. Cette transmission, ou même altruisme intergénérationnel se perd. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Il ne faut pas partir de nos girons. Mais cependant, il faut falloir comprendre quelles sont les conditions en amont. Les conditions en amont, ce sont l'existence d'un système de vie qui est totalement différent de celui qui préservait la langue amazigh auparavant. Nous avons des villes et des conditions, des espaces de vie qui sont totalement dépaysantes par rapport à la question de la culture amazigh. C'est-à-dire les villes comme Rabat, les villes comme Casablanca, ce ne sont pas des incubateurs de culture amazigh. Donc on ne s'y retrouve plus en tant qu'incubateur, en tant que préservateur de la culture. Malgré les différents événements, les plateformes aujourd'hui pour pouvoir apprendre gratuitement cette langue. Bien sûr. Parce que la gratuité et la plateforme, elle dépend de la personne, si elle veut y accéder ou pas. Mais quand on parle, par exemple... Il faut travailler sur la volonté, donc sur la sensibilisation, peut-être la promotion peut-être de la culture amazigh. C'est tout à la fois. Ce n'est pas une ou l'autre, mais tout à la fois. C'est-à-dire il y a la disponibilité, il y a également travailler sur, bien sûr, la personne elle-même qui a bien sûr cette envie d'aller vers l'amazigh, mais également au niveau des écoles, des formations spécialisées. Parce que si on n'a pas assez de personnes formées
former, à faire apprendre et faire transmettre l'apprentissage des apprenants, c'est-à-dire ceux qui vont transmettre de la formation à d'autres, et on n'a pas beaucoup. C'est-à-dire si on fait juste allusion à la famille comme incubateur unique, vous avez bien défini la situation, nous sommes face à des familles nucléiques qui n'ont plus cette capacité, bien sûr. On ne peut pas uniquement miser sur la famille. Il va falloir miser sur la dépense publique, c'est-à-dire dans tous les espaces, de manière à ce que les personnes baignent dans un environnement culturellement amazigh, en fonction bien sûr des spécificités régionales, ce qui est encore une richesse en plus, et qu'on ne doit pas perdre. La ville de Figuig n'a rien de ressemblant à la ville d'Agadir, ou à Tétouan, ou Chaouane, et toutes ces régions-là ce sont des régions adoptives de cette culture. Bien sûr, une richesse qui fait la pluralité aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, du royaume du Maroc. Et son unité. Et son unité aussi. Un pays unique aujourd'hui en son genre, riche de sa diversité culturelle et de son peuple marocain. Justement, puisqu'on parle d'action aujourd'hui, on va revenir à cette démarche de l'Association marocaine de la recherche et d'échange culturel dont vous êtes membre aujourd'hui. Quelles actions, quel état d'avancement, quel bilan faites-vous des mesures qui sont entreprises pour justement sensibiliser davantage à l'apprentissage de la langue amazigh, mais aussi le fait de baigner dans cette culture pour qu'elle fasse partie intégrante de la société marocaine? Je ne dirais pas mieux. Donc la situation est la suivante. C'est une démarche en 3 temps. La première, c'est déjà de mettre en place en tant que société civile, de poser les conditions ou les objectifs à atteindre. C'est-à-dire, vu que jusqu'à présent, donc le gouvernement n'a pas encore donné de chiffres ou de vision claire par rapport à cette situation, en tant que société civile, force de proposition au gouvernement et à toutes les bonnes volontés, à ce qu'on puisse déjà mettre en place un repère. On est dans un grand océan de flou, donc on doit bien sûr avoir un cap à aboutir. Nous avons comme démarche d'aboutir quoi, on souhaite que dans 25 ans, 75% des Marocains puissent être parfaitement bilingues. Si on joue entre la Darija et l'amazigh, on aimerait bien que dans 25 ans, qu'on puisse avoir une population qui serait à l'aise entre ces deux langues, qui sont très liées entre elles, l'une dépend de l'autre, et grammaticalement, surtout la structure, sans entrer dans ces détails. Il y a également la question de l'establishment, c'est-à-dire tout le fonctionnariat marocain, tout l'établissement marocain. S'il y a un fonctionnaire quelque part, il doit connaître, quelle que soit cette personne, qu'il soit médecin, juge, fonctionnaire d'un dispensaire de santé, infirmier, toutes ces personnes-là, dans le cadre de leur formation, que ce soit au niveau supérieur ou déjà les nouvelles générations à partir du préscolaire, doivent être sensibles à cette culture. Un dernier point, parce qu'on doit arriver au terme de cet entretien, c'est le temps qui nous manque malheureusement. Un dernier point, c'est comment déployer tous ces éléments-là. C'est très simple. C'est une question de rationalité opérationnelle. Nous avons une démarche liée à la budgétisation. Tous les budgets de l'État, quel que soit le département ministériel, doit prendre en considération dans la formation, comme dans la signalétique, comme dans la propagation de l'information au sein de son département, une façon de déployer cette culture amazigh de manière opérationnelle et bien sûr selon le calendrier prédéterminé par la loi 26/16. Merci à vous, Monsieur Yassine Akhia. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous. Je rappelle que vous êtes membre de l'Association marocaine de recherche et d'échange culturel. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup. C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. Très bonne soirée.